Siam Reap, c'est ici que tout commence. 3 jours, des kilomètres de pierre et de silence à la recherche de ce qu'il reste d'un empire disparu. Angkor, ce n'est pas juste des temples, c'est un mystère, une énigme taillée dans la jungle. Et nous, on avait très envie de comprendre. Tout au long de ce voyage, que ce soit en Turquie, en Croatie ou ailleurs, on a souvent été fascinés par les traces du passé, par ce que les anciens ont laissé derrière eux. Qui étaient-ils? Pourquoi ont-ils construit tout ça? Et surtout, qu'est-ce que ça dit de nous aujourd'hui? Alors on s'est laissé 3 jours. 3 jours juste pour ça. Marcher, observer, s'émerveiller. Et dans le prochain épisode, on vous emmène au cœur de Angkor. Angkor Wat, on l'a tous vu en photo, mais le voir apparaître au lever du jour, dans le silence, au bord de l'eau, c'est autre chose. C'est pas juste un temple, c'est une œuvre colossale, un manifeste. Il a été construit au XIIe siècle par le roi Suryavarman II. Hier matin, on avait juste fait les photos pour le lever du soleil, mais on n'avait pas été visiter encore. Donc là, ce matin, on s'est dit qu'on allait commencer par ça. En plus, c'est plutôt joli, il y a une jolie petite espèce de brume là, ce matin. Donc, À cette époque, l'Empire Khmer est à son apogée, puissant, organisé, spirituel. Et Angkor Wat, c'est à la fois un temple, un palais, un symbole politique et religieux, une manière de marquer le monde. Les dimensions sont folles, plus d'1 kilomètre d'enceinte, 5 tours principales, des galeries sans fin, et surtout, des fresques. Des centaines de mètres de bas-reliefs qui racontent des épopées, des guerres et des récits divins. Ce qui frappe en marchant dans ces galeries, c'est l'état des pierres. On a l'impression qu'elles ont vécu plusieurs millénaires, voire peut-être plus. Mais ce n'est pas tant l'âge que la matière. Les temples sont construits en grès, une pierre sableuse, fragile, qui absorbe l'eau et s'effrite avec le temps. Entre les pluies tropicales, la chaleur, la végétation qui s'infiltre partout, l'érosion fait son œuvre. les dégradations, c'est vraiment incroyable. Et le sol ici, malheureusement, n'était sûrement pas prêt à recevoir un tel poids. Et avec le temps, les siècles et les moussons répétés, ça s'affaisse, donc ça craque et ça s'écarte. Et ici, le temps ronge lentement mais sûrement. On sent que le site résiste, mais il souffre. Voilà, c'est parti, on va faire comme tous les autres, on va faire la queue pour pouvoir monter et emprunter un escalier qui a été refait en bois. Alors, on y voit bien la technique là. Donc tu vois la sculpture, elle se fait à l'intérieur même du bloc. Donc là, le petit coup de trop, tu enlèves trop de matière, tu vas trop profondément à un endroit et c'est fini. Tu peux recommencer. Là, on voit qu'il y a eu énormément de travail dans cette galerie. Il y a des bas-reliefs, c'est même plus vraiment des bas-reliefs, du coup, c'est vraiment des sculptures un peu partout. On y voit toujours la pigmentation, regarde, c'est magnifique, il faut imaginer ce que ça pouvait être à l'époque. Pour comprendre Angkor, il faut comprendre la vision du monde des Khmers. Pour eux, un temple, ce n'est pas juste un lieu de prière, c'est une montagne sacrée, le centre de l'univers. La tour principale, c'est le mont Meru, le sommet où vivent les dieux. Autour, les tours secondaires représentent les plus petites montagnes et ceux qui entourent le temple, ce sont les océans, les douves, les enceintes, les murs. Chaque détail est symbolique. Leur spiritualité mélangeait l'hindouisme et le bouddhisme. On retrouve Vishnu, souvent représenté avec 4 bras, Shiva, le dieu destructeur et créateur, et Bouddha, plus tard, qui vient apaiser tout ça. Angkor Wat, c'est la perfection, ou du moins ce qu'il en reste. Mais en s'éloignant un peu, on entre dans une autre dimension, une dimension plus brute, plus sauvage. Ici, la nature a gagné. Les arbres ne contournent pas les temples, ils les traversent, ils les déchirent,
et il les porte. Ça, c'est justement l'arbre mythique, celui de Tomb Raider. C'est magnifique. Des racines épaisses comme des bras, parfois comme des torses, descendent le long des murs, s'enroulent autour des portes et soulèvent les pierres. On dirait que la jungle veut tout reprendre, pierre après pierre, souvenir après souvenir. Taprom, c'est sûrement le plus impressionnant. On a presque l'impression que les arbres sont vivants, qu'ils veillent sur les ruines, que si on reste trop longtemps, ils finiront par refermer leurs bras sur nous. Regarde celle-là là, sur le muret. Il y a un serpent. Et pourtant c'est beau, c'est apaisant. Il y a comme une forme d'équilibre. Ce que l'homme a bâti avec orgueil, la nature le transforme, le digère et le recouvre en silence. À l'époque, Taprom n'était pas juste un temple, c'était un monastère bouddhiste, un centre spirituel immense, avec des milliers de moines, des serviteurs et des danseuses. C'était un lieu de savoir, de recueillement, presque une petite ville en soi. Mais aujourd'hui, ce qu'il en reste, c'est ce mélange unique entre ruines et végétation. C'est d'ailleurs ici qu'a été tourné Tomb Raider. Et quand on marche entre ces murs déformés, on comprend pourquoi. On a vraiment l'impression d'être dans un décor de film, un monde oublié. Bon, du coup, là, on est revenu 3e fois à Taprom. C'est celui dans lequel... celui qui a été utilisé pour des scènes de Tomb Raider. Et... on est là. Voilà. Il n'y a plus personne, on va l'avoir pour nous tout seul. On est un peu plus sombre. Tu vois, et l'ambiance. Pour la suite, je t'emmène vraiment à l'intérieur de Taprom. Pas juste à travers quelques images figées, mais en marchant, en avançant et en respirant les lieux. Parce que ce temple-là, il se vit, il se traverse. C'est l'un de ceux où l'on ressent le plus cette sensation d'être happé par le passé. Alors je te laisse t'imprégner, comme si tu y étais, comme si toi aussi, tu marchais dans ces galeries effondrées, entre les racines qui avalent les pierres.
3 jours à sillonner les sentiers d'Angkor, à visiter près d'une vingtaine de temples. Et forcément, il a fallu faire des choix. Alors on vous a montré ce qui nous a le plus marqué. Angkor Wat, bien sûr, pour sa puissance et sa symbolique, puis Taprom, où la nature a repris ses droits de manière spectaculaire. Mais il y a un autre lieu dont on ne pouvait pas ne pas parler. Un temple beaucoup plus petit, beaucoup plus intime, mais d'une finesse et d'un état de conservation presque irréel. Un temple que l'on appelle souvent le temple des déesses. Et quand on le voit, on comprend pourquoi. Ce temple, c'est Ban Tasrey. Construit au Xe siècle, bien avant Angkor Wat, il n'a pas été commandité par un roi, mais par un brahman, un lettré proche du pouvoir. Son nom signifie la citadelle des femmes, non pas parce qu'il a été construit par elles, mais parce que sa finesse est telle que les premiers explorateurs occidentaux ont cru qu'un homme n'aurait pu sculpter ça. Et pourtant, tout ceci est dans le détail. Chaque linteau, chaque colonne, chaque fronton est ciselé comme de la dentelle. Le temple est fait de grès rose, une pierre plus tendre que les autres, ce qui a permis ces gravures incroyablement précises. Et ce qui explique aussi pourquoi il a mieux résisté au temps. Il a été restauré tôt et il a surtout été épargné par la jungle. C'est un temple à taille humaine, mais d'une richesse artistique impressionnante. Une vraie perle, discrète, mais franchement inoubliable. Ce temple-là, il est vraiment... il est petit en taille, mais alors qu'est-ce qu'il est beau! Il fallait aussi que l'on te parle du temple du Bayonne. C'est l'un des plus étranges et des plus fascinants d'Angkor. Avec ses dizaines de tours et ses visages monumentaux, il semble tout droit sorti d'un rêve ou d'un puzzle, parce que c'est exactement ce qu'il est devenu. À l'origine, le Bayonne a été construit à la fin du XIIe siècle par le roi Jayavarman VII, le plus grand roi de l'Empire Khmer. C'était le temple d'État de sa capitale, Angkor Thom, et il devait refléter sa puissance et son visage, littéralement. Parce que ces grands visages de pierre qu'on retrouve sur chaque tour représenteraient soit le Bouddha, soit le roi lui-même. Mais lorsque les archéologues français sont arrivés, le Bayonne était en ruine, les pierres étaient éparpillées et les tours effondrées, les visages brisés. Heureusement, avant l'arrivée des Khmers rouges, des équipes avaient eu le temps de dresser des plans, des relevés précis pour préparer sa restauration. Il a été retrouvé en très mauvais état parce qu'en fait son sol, il est sur une fondation de sable. Et du coup, dès le 1er siècle après la construction, il a commencé déjà à montrer des signes de faiblesse, à s'écrouler sur lui-même. Il a fallu le réparer à maintes reprises au cours de son histoire. Et puis, quand les Français sont arrivés, il y a eu carrément des reconstitutions qui ont été faites. Regarde-moi ça un peu, c'est dingue quoi. Prends le temps de regarder avec nous. Regarde le travail. Malheureusement, ces documents ont disparu pendant le conflit, et avec eux, une grande partie de la mémoire de ce lieu. Résultat, les archéologues ont dû recomposer ce temple complexe à l'aveugle, un gigantesque jeu de reconstruction, sans modèle, sans légende, et ça se voit. Beaucoup de visages semblent mal alignés, les blocs ne correspondent pas toujours parfaitement, certaines expressions semblent déformées. C'est un temple magnifique, mais un temple bancal, un peu comme un puzzle dont certaines pièces auraient été forcées. Mais malgré tout, c'est peut-être ça aussi qui fait son charme. Bon là on fait un petit spot. On monte pour arriver et voir le sunset. Donc il faut monter encore un peu plus haut. Ces 3 jours, à Angkor, on les a vécus à fond. Des temples à l'aube, des ruines en pleine jungle, des visages de pierre qui nous fixent. Mais il y a eu aussi ces moments où on a couru, presque chaque soir, après le soleil. Parce qu'à Angkor, le soleil, c'est un véritable spectacle à lui tout seul. Un soir, on a grimpé jusqu'au Non Bakeng, un ancien temple perché en haut d'une colline, construit bien avant Angkor Wat. De là-haut, la vue est incroyable, on domine toute la jungle et on peut même apercevoir les tours d'Angkor Wat au loin, baignées dans une lumière dorée. C'est un endroit prisé pour le coucher du soleil et on comprend vite pourquoi. Il y avait énormément de monde. On a partagé ce moment avec les autres, assis là, en silence, à regarder le jour décliner sur des siècles d'histoire. C'était beau, tout simplement beau.
Hey, hey, hey. Hey, coucou tout le monde. Bon, on te faisait un petit retour, là on est toujours sur la zone de Angkor, on est à Siam Reap. Là derrière nous, donc il y a un temple auquel normalement on ne pouvait pas accéder. Parce que ce matin, nous on est un peu, tu sais, on est un peu des idiots. Nous, on a payé, si tu veux, on a payé pour un forfait 3 jours pour visiter Angkor, Angkor Wat et tous les temples de la zone. Et j'avais vu qu'un peu plus haut de Siam Reap, si tu regardes sur la carte, du coup il y a une route qui monte pour aller rejoindre, donc du coup c'est une route qui va normalement vers la frontière avec la Chine, mais entre les deux il y a des temples angkoriens, dont un temple que je voulais quand même pouvoir voir, qui n'est pas celui-ci, mais c'est une pyramide à degrés. Donc c'est un truc un petit peu spécial, puisque pyramide à degrés, on n'est pas du tout en Égypte, mais on a ce type de construction, donc c'est intéressant, je voulais la voir. Et puis, on prend la moto ce matin, on se prépare. On fait 2 heures de route quand même. On fait 2 heures de route, par la route, quoi, du coup. Et puis, tout d'un coup, on se fait arrêter par les mêmes endroits qu'on s'est fait arrêter quand on allait sur les temples, par un gros panneau stop avec check des tickets. Bon, pas de problème, nous, on arrive sur place, hop, on s'arrête, on sort nos tickets en coréen. Ouais, et la fille, elle a dit non, 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 un autre ticket. Un autre ticket. Ah bon, mince. Ah ouais, mince. Alors, c'est quoi le prix? Alors j'ai demandé le prix, c'était $15. $15 par personne. personne pour voir un seul site. Et ils te tiennent un petit peu par les, tu vois bien, cacahuètes, parce que du coup, ils savent que tu viens de Siam Reap. C'est le pôle. Donc, ils savent. Et du coup, t'as fait 2 heures de route. Alors, t'es coincé. Moi, j'ai dit non. Bah non. Donc, on est parti. Et puis, je me suis dit peut-être bien que je pourrais faire voler le drone à distance, tu vois bien, en cherchant un chemin, je sais pas où, sur Osman. On a trouvé des chemins. C'était des chemins sûrement encore aussi. Bah oui, parce qu'il n'y a rien coupé. Parce que On se fait fouetter par les ronces. là, c'était du off-road avec la moto, Ouais. c'était top, on a bien rigolé, franchement, voilà. Et plus on roule avec la moto d'ailleurs, et mieux on se débrouille. Franchement, là, Il faut dire qu'on n'a pas de 2 sacs on derrière. n'a pas les comme sacs ça. non plus, ouais. On avait que tous les Ouais. deux. Donc on a roulé, et puis j'ai fait voler le drone à 2 endroits différents, et puis on s'est enfoncé, on a coupé à un moment donné une petite route, et cette petite route, j'avais vu qu'elle nous ramenait sur l'axe principal qui était après les contrôles. On était prêt à partir, parce que c'était un échec de faire voler le drone, trop loin, je voyais rien dans la canopée, impossible de se localiser, bref, j'ai abandonné. Et puis là, je dis à Steph, on a passé le contrôle, c'est-à-dire que si on reprend l'axe, soit il y a un contrôle devant nous pour rentrer, soit il n'y a pas de contrôle, parce que je pense que les contrôles, ils sont avant la petite route sur laquelle on est, qui est très locale. Bah logiquement, c'est comme ça, mais on verra bien. Donc, là, on est rentré, et tu vois, sur la route, juste avant, là, on est juste avant le temple que je voulais voir, la pyramide, et du coup, il y avait ce temple-là. Alors, c'est un temple qui est très peu visité, qui est vraiment, on va pas dire à l'abandon, mais presque, c'est quand même assez mystique, tu vois, je vais te montrer, on voit parfaitement la manière dont les racines des arbres sont venues, c'est fou même, t'imagines le poids sur le côté, d'ailleurs on voit bien que l'arbre est en train de pousser ici, on voit qu'il y a une fissure, mais c'est grâce aux racines que le temple ne tombe pas, quoi. Et là je vais aller voir l'autre là-bas, là, ça va être magique aussi, on va aller voir ça, franchement ça a de la gueule, ça a de la gueule. Voilà. Ouais. Donc celui-ci, on aurait dû le payer 15 par tête. On va vite parce qu'on ne sait jamais. Hein, Et après on va là-bas. avancer encore. Et on Et verra. s'il y a un contrôle, on ne sait pas trop comment on va gérer. Mais ça sera dans ça sera tout à l'heure. Bon, si on voit qu'il y a un contrôle, tu roules doucement. S'il y a un contrôle, on fait demi-tour. Bah oui, c'est un peu ce On qui va va se pas passer. arriver pour payer une amende. Non, c'est clair. Allez. Ouais, donc on te reprend. Là, on est revenu sur la zone de Angkor. On va aller voir le temple, donc comme je le disais, donc de Bakong. Mais on n'a pas pu voir la pyramide, on n'a pas pu rentrer. On n'a pas essayé. Je t'explique pourquoi. J'ai une coupe avec le casque. Regarde ça un peu. Ils m'ont fait une coupe, on dirait Hitler, quoi, je te jure. Il manque plus que la moustache. Non, devant c'est Hitler, Ah mais ouais. derrière c'est. Derrière, c'est Godefroy de Montmirail, regarde la gueule, toi. Affreux qu'il est, Nicolas. Déjà que d'origine, c'est pas top, là. Et si tu veux, ce qui s'est passé, donc on a pris la petite moto, on a pu effectivement faire les différents temples. On aurait pu visiter tous les temples, autres
que celui de la pyramide. Parce que la pyramide étant le temple principal, le seul d'ailleurs, et ben il y a un contrôle ticket. Vu qu'on n'avait pas de ticket, tu vois bien qu'on n'a pas été s'amuser à chercher contrôle ticket quoi. Donc on a vu qu'il y avait contrôle ticket, bon on n'est pas resté là, on n'a pas essayé d'éveiller les soupçons, on a pris la petite route tranquillement pour repartir. On s'est refait la piste dans l'autre sens, et puis tu vois, bah, c'est trop bien quoi, parce que on a quand même vu quelque chose qu'on n'était pas censé voir. Et je te dis, heureusement qu'on n'a pas été payé 30 du coup à 2, on aurait été forcément déçus. Et là, au cœur de la jungle cambodgienne, surgit une silhouette qui semble venir d'un autre monde. Cette pyramide à degrés, c'est Prasat Thom, l'élément central du site de Khoker. Construite au début du Xe siècle, sous le règne du roi Jayavarman VI, cette pyramide de 7 niveaux culmine à 36 mètres de haut. Une architecture radicalement différente de celle d'Angkor, presque unique dans tout l'Empire Khmer. Khoker fut pendant une quinzaine d'années la capitale de l'Empire, et Jayavarman VI avait visiblement envie de marquer son règne avec une œuvre qui traverse les siècles. Ce qui est fascinant, c'est que cette pyramide isolée dans la jungle du Cambodge évoque immédiatement d'autres mondes. On pense aux ziggourats mésopotamiennes, à certaines pyramides mayas ou aztèques, voire même, par sa symétrie et son élévation, aux pyramides égyptiennes. Comment expliquer que des formes aussi similaires aient émergé à des milliers de kilomètres de distance, à des époques parfois très différentes? Est-ce un pur hasard architectural? Une intuition universelle liée à la volonté des hommes de s'élever vers le ciel, vers les dieux? Ou bien est-ce le reflet de connaissances anciennes qui ont circulé bien plus qu'on ne le croit? Une chose est sûre, cette pyramide construite il y a plus de 1000 ans continue de défier le temps et de nourrir notre imaginaire. Coucou Stéphanie. Suivez-moi. Ok, on te suit. Vous le suivez ou pas? Regarde la marche. Ah, tu vois, les marches, c'est des belles marches, quoi. Franchement, Stéphanie, elle a fait des enjambées. Finir avec... Et tu vois ces marches-là, ma chérie, elles ont du sens. C'est d'origine ça. Ça, c'est d'origine, elles ont du sens. Tu vois, ces marches-là, elles ont du sens. Pourquoi ils auraient été faire des marches complètement différentes sur d'autres temples où t'as même pas l'espace de poser tes pieds? C'est quand même vachement bizarre. Tu vois, cette partie-là, elle a été défaite et elle a été réassemblée. Ça se voit. Ouais, là ça a été réassemblé et c'est mal fait quoi. Ouais. Tout est mal fait. Tu vois, on a un petit truc un peu exceptionnel là. On a un magnifique éléphant sur un des temples. Vraiment beau. Avec sa trompe. 3 jours à marcher dans les pas d'un empire millénaire, à s'émerveiller devant la démesure, la précision, la beauté. On a visité plus d'une vingtaine de temples, mais évidemment, on ne pouvait pas tout vous montrer. Alors on a fait des choix. On vous a parlé d'Angkor Wat, parce que c'est le cœur, le symbole, le point de départ. On a parlé de Taprom, pour cette sensation unique de voir la nature reprendre ses droits, comme dans un rêve ou un film d'aventure. Du temple des déesses, parce qu'il nous a bluffés par sa finesse, sa grâce et ses histoires qu'il transporte. Et du Bayonne, pour ses visages gigantesques, sculptés pierre par pierre, avec tout ce que ça implique de beauté, de mystère, mais aussi d'imperfection. Et puis il y a eu Khoker, en dehors des sentiers battus, sa pyramide étrange et majestueuse, posée là comme une énigme. Ces 3 jours, c'était intense, fatigant, parfois décevant aussi quand on voyait les restaurations, mais surtout fascinant. On repart avec des images plein la tête, des centaines de vidéos, et cette impression de n'avoir vu qu'une infime partie de ce que l'Empire Khmer a laissé derrière lui.